À l'écoute de RFI en direct de Villers-Cotterêts, il est 17h en France et à Kinshasa, 16h en temps universel. Place au journal en français facile maintenant. Bonjour Adrien Delgrange. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 30 octobre, un journal, vous le disiez, présenté exceptionnellement en direct de la Cité internationale de la langue française. Une maison des mots, ou plutôt un château dédié à la langue de Molière, inauguré ce matin par le chef de l'État. Nous y revenons dans un instant. Au sommaire également de cette édition, la situation à Gaza, au 24e jour de cette guerre. De violents combats au sol opposent des membres du Hamas à l'armée israélienne. Et puis, ces images hier au Daghestan, République du Caucase, où une foule a tenté d'attaquer des Israéliens. Images choquantes qui font réagir le président russe Vladimir Poutine. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le journal en français facile. Et pour commencer ce journal, évoquons l'ouverture ce matin de la Cité internationale de la langue française où nous sommes à Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, à moins d'une heure de Paris. C'est le grand projet d'Emmanuel Macron, un peu comme la Grande Bibliothèque pour François Mitterrand ou encore le musée du Quai Branly pour Jacques Chirac. Cet édifice prend place dans un château construit par François Ier et laissé à l'abandon. Muriel Mahalouf, bonjour. Bonjour Adrien. Un château refait à neuf après 5 années de travaux. Effectivement, c'est une cité ouverte à tous, chercheurs, artistes, linguistes, mais aussi tous les amoureux de la langue française dans toutes ses composantes qu'a voulu Emmanuel Macron. La langue française nous rassemble dans notre unité et notre diversité. À travers les voyelles ouvertes des Parisiens, les inflexions chantantes des Outre-mer, les A du Nord qui s'arrondissent en O, les R rocailleux de l'Est, les E muets du Sud qui se font sonores et solaires, la langue se colore aussi de nos climats, des régions, des humeurs, des traditions. Une cité de la langue française qui prend place dans ce château, donc, qui a eu 5 ans de travaux. Ce joyau de la Renaissance abrite aujourd'hui une exposition permanente où est narrée l'histoire de la langue française. Muriel, une langue naît quelque part dans ce lieu où François Ier a signé l'ordonnance qui impose le français dans les textes juridiques de notre pays. C'était en 1539. Oui, et ensuite on suit l'expansion du français à travers les colonies notamment. Je rappelle qu'aujourd'hui, le plus grand pays francophone est la République démocratique du Congo. Fan Atiki, romancier et rappeur congolais, faisait partie des festivités. Aucune langue n'est mauvaise, ce sont les hommes qui le sont. Si la France et mes ancêtres prétendent ne pouvoir parler d'une voix, la même, sachez que dans ce texte, Hugo et la Boutancy ont accompli l'exploit. La Cité internationale de la langue française, c'est aujourd'hui le 3e musée dédié à une langue, après le portugais au Brésil et l'italien à Florence. Merci Muriel. Muriel Mahalouf dans votre journal en français facile. J'ajouterai aussi cette phrase prononcée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Les livres en langue française sont trop rares ou trop chers dans de nombreux pays. Par conséquent, le président annonce avoir confié à l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud une mission, un travail pour multiplier les traductions et les rendre accessibles aux habitants des pays qui ne parlent pas notre langue. Le journal en français facile. 18h04 à Gaza, l'actualité au Proche-Orient. À présent, des chars israéliens à l'entrée de la ville de Gaza. Israël intensifie, augmente ses combats au sol dans la bande de Gaza. Sur place, la situation est de plus en plus désespérée. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Pas de nourriture, pas d'électricité, pas de carburant, pas de médicaments. Tout manque sur place. Hier dimanche, 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza par le point de passage de Rafah, côté égyptien. Margot Ratezik, c'est le plus important convoi depuis une semaine.
Les Nations Unies estiment qu'il faudrait 100 camions par jour pour répondre aux besoins de la population gazaoui. Avec ces 33 véhicules, on en est donc loin. Sans oublier le manque de carburant qui complique encore plus la distribution des rares denrées de l'aide qui parvient à Gaza. Ce carburant sert aussi à alimenter les générateurs électriques dans les boulangeries, les hôpitaux ou les installations d'eau et d'assainissement. Car il n'y a plus non plus d'électricité dans la bande de Gaza. Sans électricité ni carburant, donc, de nombreux médecins en sont réduits à soigner les blessés à la lampe torche. Rappelons que le gouvernement israélien a bloqué toutes les livraisons de carburant afin d'empêcher que le Hamas ne s'en serve pour fabriquer des armes ou des explosifs. L'urgence humanitaire est d'autant plus pressante que les combats s'intensifient, deviennent plus importants. La principale route de la bande de Gaza a été coupée. Les frappes aériennes se sont elles aussi multipliées. 600 cibles ont été frappées ces dernières 24 heures. Israël a augmenté le nombre de ses soldats dans la bande de Gaza afin d'atteindre son objectif, anéantir le Hamas. Margot Ratézic notait aussi cette guerre des images. Le Hamas vient de publier une vidéo de 3 femmes présentées comme des otages. Sur cette vidéo de 76 secondes diffusée par les médias du Hamas, on peut voir l'une des 3 femmes appelant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à conclure rapidement un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste pour obtenir leur libération. Ces autres images qui font froid dans le dos, ailleurs dans le monde, où l'on voit des centaines de personnes courir à la poursuite d'Israéliens. C'était hier au Daghestan, république russe située au nord de l'Azerbaïdjan. Des hommes forcent l'entrée de l'aéroport de la capitale du Daghestan pour tenter de s'en prendre à des passagers israéliens qui venaient d'atterrir. Des images qui ont choqué jusqu'au plus haut niveau de l'État russe. Au lendemain de ces scènes de violence en pleine guerre entre le Hamas et Israël, les autorités russes veulent reprendre la main. Le Kremlin parle d'ingérence, autrement dit d'une intervention venue de l'étranger. Écoutez les précisions à Moscou d'Anissa El Jabri. La ligne avait été fixée dès dimanche soir. À peine le bilan des premières interventions connues, plus de 150 participants actifs, des troubles identifiés, 60 interpellations, quand beaucoup d'observateurs pointaient que des chaînes Telegram au Daghestan lançaient des appels à la haine depuis plusieurs jours sans réaction. Les autorités locales, elles, mettaient l'accent sur une interférence extérieure. C'est sans surprise ce qui a été développé à la mi-journée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il est désormais bien connu et évident que les événements à l'aéroport ont été en grande partie le résultat d'interférences extérieures, y compris d'une opération d'influence de l'information. Et il est clair que dans le contexte des terribles images qui montrent les horreurs dans la bande de Gaza, la mort d'enfants et de médecins âgés, qu'il soit facile pour des personnes mal intentionnées d'abuser de la situation, de provoquer et d'exciter les gens. Le président a toujours accordé une grande attention à ce sujet. La semaine dernière, il a tenu une réunion avec des représentants de confessions religieuses au cours de laquelle ce sujet a été discuté. Lors de cette réunion qui s'est tenue il y a 5 jours, le grand rabbin de Russie déclarait « Dieu merci, depuis de nombreuses années en Russie, nous n'avons pas connu d'antisémitisme d'État, ni même d'antisémitisme de rue ». Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Charles III s'est envolé pour le Kenya. Son avion doit atterrir à Nairobi ce soir, visite de 4 jours. C'est son premier déplacement en tant que roi dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le roi d'Angleterre au Kenya suscite de fortes attentes alors que le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial. Le déplacement du couple royal permettra d'évoquer les aspects les plus douloureux de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya dans les années précédant l'indépendance, a assuré le palais de Buckingham. Et puis enfin, une dernière information concernant la balle au pied. Avant de retrouver Radio Foot International, Luis Rubiales ne pourra plus travailler dans le domaine du football pendant 3 ans. C'est la sanction, la punition de la Fédération internationale de football, la FIFA. L'ancien président de la sélection espagnole avait embrassé de force sur la bouche Jenny Hermoso.
Luis Rubiales se défend. Il vient d'annoncer qu'il fera appel de sa suspension par la FIFA. Ainsi se referme ce journal en français facile, réalisé pour l'occasion à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. À demain pour une nouvelle édition.